Mais que s'est-il passé avec Fast and Furious ? Qu'est-il arrivé à la franchise mettant initialement en scène des malfrats passionnés d'automobile et de vitesse pour qu'elle ne représente désormais plus qu'un tumulte d'explosions, de scènes défiant la gravité et de blagues bas du front ? Après avoir vu Fast X, je me suis dit que quelque chose avait sérieusement dérapé dans cette série de films dont je suis fan depuis mon adolescence, et à laquelle j'ai été fidèle malgré ses pires égarements. Comment a-t-on pu terminer aujourd'hui avec un film aussi inconséquent, aussi idiot et aussi persuadé de faire les choses correctement ? Certains me diront que Fast X ne fait qu'appliquer la formule déjà en place depuis Fast 5, mais en poussant toujours plus les potards à fond dans le sempiternel but d'exploser les compteurs du box-office. Et ils auront dans le fond globalement raison d'utiliser cet argument. Et je n'ai absolument rien contre le cinéma de blockbuster, bien au contraire, car c'est en grande partie le cinéma d'action et à grand spectacle qui a constitué l'essentiel de ma découverte du cinéma. Et on sait tous que le cinéma de blockbuster peut s'avérer être une source inépuisable de réflexion sur le médium, tout comme il peut être aussi un puits sans fond de plaisir scopique, où les scènes d'action et leur démesure priment sur tout le reste. Pourtant, la franchise Fast and Furious n'a jamais été qu'une simple saga où s'enchaînent les caméos de stars, les money shots et le fait d'envoyer des voitures dans l'espace. Elle misait avant tout sur sa famille de personnages, son panel de voitures exotiques et ses scènes de course-poursuite impressionnantes, voire démesurées selon les films. Comment sommes-nous donc passés de la petite franchise turbulente et bébête au mastodonte d'aujourd'hui, dont chaque film coûte la bagatelle de plusieurs centaines de millions de dollars ? Et surtout, pourquoi Fast and Furious a aujourd'hui perdu toute l'identité qui lui était propre dans le paysage du blockbuster américain ? Beaucoup s'étonnent qu'au milieu de mon fanatisme pour le cinéma des sœurs Wachowski, David Fincher ou de mon appréciation de cinéma plus confidentiel, je sois perpétuellement en train de défendre et de regarder religieusement Fast and Furious, et ce depuis mon adolescence. Appelez ça un plaisir coupable, car c'est vrai qu'il faut admettre que le premier volet a une certaine aura du début des années 2000 qu'on peut considérer soit comme extrêmement démodé, soit terriblement nostalgique. Mais je pense que je peux aisément expliquer pourquoi, à l'origine, Fast and Furious est une des franchises qui m'a le plus fait de l'œil dans le paysage du blockbuster américain. Je pense que pour beaucoup de personnes nées dans les années 90, l'ère de la PlayStation et de jeux de course qui pullulaient sur le marché jusqu'à l'avènement de Gran Turismo a clairement eu un impact sur beaucoup d'entre nous. Pouvoir conduire une Nissan Skyline ou une Suzuki Escudo était sans conteste un rêve de gosse. Mais surtout, j'ai toujours aimé les voitures et ce qui entoure la course automobile. De la F1 à l'endurance en passant par l'IndyCar ou d'autres pratiques, j'ai du mal à retenir mon excitation quand les feux passent au vert et que les moteurs rugissent. Je ne suis pas spécialement dingue de mécanique, mais voir des véhicules si précis, si puissants et si sublimes me hérisse constamment le poil, quand je pense à ce qu'ils représentent et aux soins qu'il a fallu à des dizaines, voire centaines de personnes pour amener à sa création. Et si j'avais déjà un faible pour les voitures japonaises importées, Fast and Furious a tapé exactement là où il fallait au début des années 2000, en mettant essentiellement ces voitures en scène, souvent de façon tapageuse voire ridicule, mais en mettant également en valeur cette sous-culture du tuning qui allait très vite exploser durant cette période. Jusqu'alors, tout ce que j'avais eu l'occasion de voir dans le cinéma d'action en France, c'était Taxi. Et si la 406 de Daniel me faisait rêver quand j'avais 8 ans, voir des Mazda RX-7, des Nissan Silvia S15, des Skyline R34 ou encore des Toyota Supra, c'était franchement le paradis sur pellicule. Et si je pourrais continuer dans mon trip nostalgique comme Villebrequin l'a fait avec sa vidéo sur le tuning, ma passion pour Fast and Furious a réellement pris forme au milieu des années 2000 avec un épisode que tout le monde connaît aujourd'hui. Malgré que le studio Universal possédait là une franchise au succès tout tracé, le studio est parvenu, en seulement 2 épisodes, à en faire un emblème ringard d'une jeunesse décomplexée dont les voitures exprimaient plus l'équivalent d'un épisode de striptease qu'un véritable reflet d'une génération. Olivier ! Malgré le succès du premier volet, Too Fast Too Furious était tellement ringard et abrutissant qu'il devenait déjà une parodie de lui-même, au point que Paul Walker et Vin Diesel ne voulaient plus en entendre parler. Tokyo Drift a donc été mis en place comme un spin-off de la franchise pour le marché de la location, avec un nouveau casting, mais surtout un nouveau lieu de tournage. Bien que la technique du drift est au cœur du dispositif scénique du film, il faut malgré tout admettre que le cinéma a pris quasiment 20 ans pour s'y intéresser de façon concrète, le drift ayant été inventé par Keiichi Tsuchiya dans les années 80 sur des routes montagneuses qu'il s'amusait à prendre en dérapage le coude à la portière. Nice. Et bien que je ne pense pas que la réussite du film vienne essentiellement de la pratique qu'il met en valeur, vu qu'elle était déjà assise dans le monde automobile, il a participé énormément à son essor.
De mon point de vue, la réussite vient surtout que Justin Lin, alors tout juste arrivé à bord du navire, a décidé de revenir aux origines de la série, autant sur le plan thématique qu'esthétique, en remettant au centre du récit son groupe de personnages et les voitures qu'ils conduisent. En s'éloignant de l'esthétique ridicule et déjà has-been de Too Fast Too Furious, avec ses voitures aux pots d'échappement enflammés et aux body kits néons absurdes, pour revenir à la sobriété de véhicules exotiques et d'un décor crédible, il est parvenu à réintégrer ses personnages dans un monde sur lequel ils peuvent avoir une emprise. On pourrait même dire qu'il s'approprie le matériau, faisant beaucoup plus un film de course et de déboire adolescent qu'un film d'action mettant en scène des jeunes adultes en mal d'adrénaline. C'est l'attitude générale qui parcourt le film qui insuffle le souffle nécessaire au projet. Parlons déjà de Han, le mentor du héros et guide spirituel qui va lui donner tous les codes nécessaires à la vie japonaise. Ce n'est pas pour rien que ce personnage est devenu un de ceux que les fans apprécient le plus dans la saga. Avec son style poseur et sa nonchalance caractérisée, le personnage se démarque instantanément des autres qui veulent absolument prouver qu'ils en ont une plus grosse que les autres. Han ne drifte pas, il ne fait pas la course et ne semble pas tellement en avoir quelque chose à faire que Sean lui explose sa fameuse Mona Lisa. Il voit les choses de façon pragmatique, dans une quête personnelle de valeurs humaines qu'il n'a pas l'air de trouver auprès de ses collègues. Il se démarque comme un personnage mélancolique et inadapté qui essaie de trouver sa place dans un monde qui, de toute évidence, n'a jamais vraiment voulu de lui. Et c'est ici que se trouve à mon sens la plus grande qualité de Tokyo Drift, et pourquoi il représente un tournant majeur dans la franchise. Plutôt que de continuer dans son délire décérébré de marketeux visant des ados en mal d'adrénaline, comme l'avait fait le précédent, il préfère surfer sur l'attitude de moquerie généralisée dont la franchise était déjà la cible à l'époque. Il part donc d'un statut d'outsider, de paria considéré comme une sorte de petit garçon turbulent qui veut trouver sa place parmi les grands, pour finalement admettre qu'il n'a pas besoin de ça pour trouver sa voie. Kind of made myself an outsider, you know, without even thinking about it. But I realize now, outsider or insider doesn't really matter. All that matters is knowing what you really want and going after it. Plutôt que d'essayer de plaire à un public donné, ou même à une branche de critiques auquel la franchise ne semblait clairement pas destinée, il trace sa propre voie. Tokyo Drift revient enfin à des personnages qui, essentiellement, sont des marginaux, ce qui était déjà le cœur du récit du premier volet, qui permettait à O'Connor de comprendre progressivement comment fonctionnait la famille de Dom, jusqu'à prendre la décision de rouler avec lui, plutôt que de l'arrêter comme son rôle de flic le prédestinait à le faire. Rien d'étonnant à ce que Justin Lin ait réalisé autant d'épisodes par la suite, car il comprend parfaitement ce qui fait l'essence de Fast and Furious. Les personnages de Fast n'ont jamais eu l'air cool parce qu'ils étaient vendus comme tels, ou même parce qu'ils allaient à l'encontre des règles établies, mais parce qu'ils se situaient à une intersection entre la volonté de trouver un point d'ancrage dans notre monde, tout en conservant la liberté inhérente à leur survie. Beaucoup moquent la dimension familiale ou spiritualiste que met en valeur la série, jusqu'à ses habituelles scènes de repas où le patriarche Vin Diesel nous fait son discours théorique. Mais on peut difficilement reprocher à la série de ne pas être fidèle aux valeurs qu'elle a toujours essayé de mettre en place. La solidarité, la mixité, l'intégrité ou le sacrifice de soi. Et c'est bien ce qui fait le cœur de Tokyo Drift, qui est essentiellement un film initiatique avec tous les codes classiques du genre, passant de l'apprentissage à la première victoire, pour finalement chuter et apprendre de ses erreurs et briller face à l'adversité. Mais dans sa structure classique, il parvient à faire ce que peu de films de la franchise ont réussi à faire. Il déroule son propre style et ses codes esthétiques, et surtout sa propre mentalité dans le paysage cinématographique. Il s'écarte de l'image cool et subversive que représentait jusqu'ici la série pour en faire un mode de vie parfaitement valable dans le monde moderne. Peu importe que les personnages soient adoubés ou non par leur figure paternelle ou leur mentor, tant qu'ils développent leur propre code moral et qu'ils s'y tiennent de façon concrète. Mais alors comment passe-t-on de Tokyo Drift à Fast X ? Pourquoi Fast and Furious est devenu une franchise si dense qu'il convient d'avoir vu chaque épisode pour ne serait-ce que comprendre son déroulé, à l'image du Marvel Cinematic Universe ? Entendez bien que je ne critique pas la démarche qu'a eu la franchise de revenir à son casting d'origine. Il fallait lisser les aspérités pour chasser les stigmates du film d'ado fan de tuning. Et il fallait aussi mettre de côté cette esthétique ringarde, bien qu'elle en ait gardé quelques traces ici et là par souci d'authenticité. Et je considère Fast 5 comme le zénith de la série, un film d'action brillamment mis en scène, avec des scènes d'action démentes, dont le rythme et l'atmosphère délivrée par tout le casting en fait l'emblème de la franchise. C'est sans aucun doute ici que la formule gagnante a été trouvée pour la saga, de façon à rendre l'image de Fast and Furious plus abordable auprès du grand public, tout en créant une famille d'interprètes qui s'amusent à se retrouver à chaque film. Et bien que chaque personnage corresponde plus à une fonction qu'à autre chose, de par l'aspect programmatique du film de braquage, il ressort une cohésion étrange où même le fait de voir la bande s'échapper avec un coffre de 10 tonnes accroché à 2 voitures semble faire sens. C'est cette étrange suspension de notre incrédulité qui fait le succès de Fast and Furious,
car bien qu'on sache que ces choses sont impossibles et intrinsèquement ridicules, on ne peut pas s'empêcher d'en rire et d'apprécier le spectacle, car c'est cet aspect collégial qui soude l'ensemble et fait l'identité de la franchise. Comme l'a expliqué Aurélien Alain dans sa chronique de Fast 7 pour Cinématiseur, c'est à travers cette démarche familiale que la clé pour décoder la saga se trouve. Je cite : « La franchise est un mastodonte inépuisable d'acier, de bruit et de fureur dans lequel rien ne fait sens, à part les relations entre ses personnages. Fast and Furious 7 a beau se rapprocher d'un épisode en live action de Bip Bip et le Coyote, quand la poussière retombe, quand le frisson est passé, reste un cœur. La famille donc. » La dimension collégiale de Fast and Furious est telle qu'à force de ramener toujours plus de stars du cinéma d'action, elle en est venue à non plus fonctionner seulement sur sa valeur familiale, mais aussi sur un caractère métatextuel. On ne va plus ainsi voir un Fast pour le divertissement qu'il procure, mais parce qu'il va aussi nous proposer de voir nos stars de l'action préférées se fighter tous ensemble, et avec le sourire. La frontière est devenue si ténue entre les acteurs et leurs personnages dans Fast 8 que leur caractère moral n'a plus réellement d'incidence. Comment expliquerait-on alors que Descartes Shaw, prêt à tout pour détruire la famille de Dominique, passe d'un film à l'autre dans la sphère des good guys pour sauver son fils ? Ou comment Fast 7 pourrait-il se permettre de terminer son film sur un discours aussi diégétique que bien réel sur les adieux du casting au regretté Paul Walker ? On ne regarde donc plus Fast and Furious pour son panel de personnages, mais aussi pour les acteurs et actrices qui les interprètent. Mais cette famille aujourd'hui, elle s'est agrandie, tellement qu'il est estimé que pour Fast X, 100 millions de dollars auraient été au moins alloués à payer l'ensemble du casting. Si vous trouvez ça totalement ridicule, c'est parce que ça l'est. La taille du casting implique désormais que les batailles d'ego sont légion, chaque tête d'affiche ayant son mot à dire, voulant sa part du gâteau, au point que depuis Fast 7, il est indiqué que Vin Diesel, Dwayne Johnson et Jason Statham stipulent dans leur contrat le nombre de coups qu'ils recevront à l'écran pour ne pas avoir l'air plus perdant que les autres. Et il n'y aurait aucune surprise à apprendre plus tard que Justin Lin soit parti du tournage de Fast X après les premiers jours de la production, parce qu'il ne pouvait plus supporter l'attitude de Vin Diesel. On sait à quel point l'acteur est une véritable plaie pour de nombreux réalisateurs dans le métier, de par son attitude dilettante, mais surtout parce qu'il a toujours tendance à vampiriser les projets auxquels il est associé, comme Mathieu Kassovitz l'a appris à ses dépens. Avant que Vin accepte de bien vouloir faire la bagarre, c'est-à-dire qu'on a essayé toutes les méthodes. Tout le monde est passé dans la caravane de Vin pour essayer de négocier quand même. Mais depuis la mort tragique de Paul Walker, on peut difficilement admettre que la série ne tourne aujourd'hui plus qu'autour de lui. Fast 9 et X le déifient ainsi dans une attitude messianique, invincible, capable de sauver la veuve et l'orphelin, et même le Vatican grâce à ses capacités de pilote. La franchise aujourd'hui s'est embourgeoisée, et est devenue si boursouflée qu'elle ne ressemble même plus à ce qu'elle représentait il y a encore 10 ans. Les séquences rocambolesques ont pris le dessus au point de toujours devoir faire plus fort et plus gros que les précédentes. Mais elles ont surtout perdu le charme initial de la franchise, qui tenait à faire n'importe quoi dans la mesure du possible, essayant au maximum de réaliser de façon concrète les choses, plutôt que de s'en remettre aux effets spéciaux. Là où Fast 5 avait nécessité le travail phénoménal de toute une équipe de cascadeurs, coordinateurs et pilotes, Fast X est aujourd'hui une machine lancée à toute vitesse sur l'autoroute de l'absurde et de la bêtise, dans un film si dense et si haché qu'il donne l'impression de faire du surplace, enchaînant les money shots et les grosses cascades tournées sur fond vert. Le film est absolument incohérent, comme un ensemble de scénettes collées entre elles qui vont amener l'ensemble de la famille à naviguer dans sa propre bulle. L'aspect familial de la franchise s'en trouve anéanti, chaque personnage étant relégué à quelques scènes pour repasser à un autre et ainsi de suite. Mais que Fast X soit un film médiocre n'est pas essentiellement le cœur du problème, mais bien du fait que Vin Diesel semble désormais révolu à faire tourner le cœur de l'intrigue autour de lui, comme il justifie à chaque nouveau film pourquoi Paul Walker aurait adoré qu'ils continuent tous ensemble de faire des films jusqu'à la fin des temps. Tant pis si cela demande de ressusciter des personnages n'importe comment, ou même d'insérer au chausse-pied de nouveaux méchants dans des inserts foireux des précédents films, tant que la machine continue de rouler à toute vitesse. Vin Diesel a simplement oublié que Fast and Furious n'est pas juste la mise en scène des fantasmes d'un enfant de 5 ans jouant avec ses jouets, mais bien la question de l'émancipation par la vitesse. I live my life a quarter mile at a time. Nothing else matters, not the mortgage, not the store, not my team and all their bullshit. For those 10 seconds or less, I'm free. De mettre en valeur ce groupe de marginaux essentiellement passionnés d'automobile dans des situations qui les poussent à prouver leur valeur. Et pas simplement de tout faire péter sur l'autel d'une suffisance régressive.
Comment voulez-vous croire ou ne serait-ce que ressentir quelque chose pour les membres du casting si vous en ressuscitez la moitié à chaque fois qu'on les croit morts? Comment voulez-vous ne serait-ce que croire une seconde à une cascade si elle est réalisée majoritairement devant un fond vert? Quand la volonté intrinsèque de Justin Lin était en priorité de s'en tenir à un style assis dans une version quelque peu fantasque de la réalité, Vin Diesel semble avoir pris les commandes pour en faire n'importe quoi. Et si vous me demandez mon avis, la franchise est morte avec Paul Walker, aussi triste que cela puisse l'être. De 1, c'était bien Brian O'Connor le personnage principal, pas Dominic Toretto. Mais en plus, Walker avait ce don de compenser pour la bêtise de Diesel dans son agilité et son attitude athlétique, jusqu'à son caractère d'électron libre que son comparse pouvait ensuite compenser par sa figure paternaliste. En somme, Fast 8 aurait pu être en quelque sorte un dernier barou d'honneur. Vous savez, ce One Last Ride dont parle Dom dans chaque trailer depuis 5 films. Bien que j'ai apprécié Fast 8 pour la générosité de certaines scènes, comme cette fantastique scène de baston général dans une prison, la série s'est depuis enfermée dans une sorte de burn-out sans fin, tournant en rond et ressassant les mêmes idées sans jamais comprendre ce qui faisait l'essence du plaisir régressif qu'elle représentait. Le simple fait que les 4 derniers films de la franchise ont été réalisés par 4 personnes différentes, alors que Justin Lin semblait tenir la barre, témoigne de cet égarement. Mais l'échec de Fast X témoigne surtout de la suffisance que peut avoir Hollywood et ses producteurs quand il s'agit de produire des blockbusters. Tellement persuadés de leur bonne volonté en produisant des machines à presque 500 millions qui ne sont même pas capables de proposer de véritables moments de bravoure. J'aurais bien envie de vous dire que la série va s'en remettre, mais au vu des futurs projets qui entourent la franchise, je crois que je m'abstiendrai simplement d'aller les voir. Et je vous conseillerais de faire pareil, parce que des tas de créatifs à Hollywood sont encore capables de nous prouver qu'un divertissement peut être un peu bas du front, mais aussi incroyablement satisfaisant, ou tout simplement brillant par sa mise en scène et parce qu'il est capable d'exprimer sur sa posture cinématographique. En somme, soutenez donc plutôt ceux qui s'en donnent réellement la peine, plutôt que ceux qui conduisent coude à la portière.